Bonsoir, bienvenue tout le monde dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 21 juin 2026. Comme vous pouvez l'imaginer, on parle de la révolution qui est en train de se produire au Moyen-Orient. On a vu plus de mouvements en une semaine qu'au cours des 50 dernières années. Toutes les alliances sont en train d'être réorganisées. La semaine dernière, on parlait de cette volonté de paix. On avait l'annonce de la signature le jour de la fête de Trump. C'était une annonce de signature. On pensait que ça allait être signé le 19. Finalement, il l'a signé le 15 ou le 16, je pense, en début de semaine. Très, très, très rapidement, à Versailles. Il a signé l'entente, le Memorandum of Understanding. C'est pas un accord officiel, un traité international, etc. C'est une base de négociation. Ils ont signé une base de négociation, puis ils l'ont signé à Versailles parce que, en impliquant Macron, etc., parce que ça donne du poids au processus. Il implique aussi, Trump dans les négociations, implique l'Arabie Saoudite, le Pakistan. Il y a comme beaucoup de personnes, beaucoup de pays qui sont représentés pour donner du poids à cette entente-là. Et donc, Trump a signé. Il y a aussi l'Iran qui a signé de son côté, Pezeshkian. Et on est entré dans un processus de négociation. Et là, J.D. Vance est en Suisse pour négocier directement avec les Iraniens. Et là, ce sont des images qu'on n'a jamais vues. C'est plus qu'en 50 ans. Depuis au moins le Shah d'Iran, là. Des représentants américains avec des représentants iraniens dans la même pièce. Vous le voyez ici, là, J.D. Vance avec, je ne sais pas c'est lequel le négociateur iranien là-dedans. Ils sont dans la même pièce. Donc ici, vous voyez, J.D. Vance arrive en Suisse pour des négociations. Trump menace de prendre le contrôle de l'Iran et d'anéantir les Iraniens et de s'emparer de 20% fait des menaces sur X, mais vous comprenez que c'est évidemment... j'espère que vous avez l'optique Radio-Québec là-dessus et non pas celle des Black Pills. Donc, généralement, quand il y a de l'hyperbole comme ça, c'est un très, très, très bon signe. C'est-à-dire que les négociations vont bon train. C'est littéralement un signe. Là, quand Trump dit qu'il va comme détruire une civilisation, c'est-à-dire que les négociations sont en cours, qu'il va faire sauter la Corée du Nord, c'est-à-dire qu'ils sont déjà entendus pour se serrer la main. Et... signature le 17, hein, c'est ça? Ah oui, mercredi le 17, voilà. Paf! Et donc, et là, ce qui est l'Iran, les signes avec l'Iran, etc. Et là, les MAGA sont très, très, très satisfaits. Tous les insatisfaits, Tucker Carlson, Matt Gaetz, Steve Bannon, Megyn Kelly, Joe Kent, etc. Tous ceux dont on a parlé, eux autres sont pas mal satisfaits de cette entente. Et ceux qui sont... hors d'eux, c'est-à-dire dithyrambiques ou en colère, ce sont les néoconservateurs. Ceux qui s'attendaient à ce que Trump anéantisse l'Iran, ceux qui ont souhaité appeler de leur souhait cette guerre pendant 40 ans et qui pensaient que Trump allait aller jusqu'au bout avec des troupes au sol, renverser le régime iranien, etc., etc. Eux sont très, très, très insatisfaits que J.D. Vance se retrouve dans la même pièce qu'un représentant iranien. Je vous montre Ben Shapiro ici, un des représentants des néoconservateurs, littéralement le représentant de Netanyahou dans les podcasts de la droite. Je vous ai expliqué que Ben Shapiro perdait beaucoup. L'année dernière, je vous expliquais que les personnes comme Mark Levin puis Ben Shapiro perdaient beaucoup, 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 beaucoup d'influence. Ils étaient très, très, très critiqués. Et on va voir dans ce web journal-ci de quelle façon j'ai expliqué comment Trump avait organisé la rébellion MAGA contre les politiques de Netanyahou. Hein? Mais on va voir ça. Il y a un aspect... on va comprendre ça là-dedans. Mais je vous montre Ben Shapiro très, très, très rapidement parce que c'est rigolo. Il dit qu'il a mal au cœur. Il a mal au cœur de voir un représentant des J.D. Vance serrer la main d'un meurtrier en série. C'est un boucher, etc., sans voir la poutre dans son œil, là. I'm noticing that Mohammed Khalibaf, who will apparently on Friday be literally in a photo op with the vice president of the United States. I cannot express to you how stomach turning that is. I don't care who the vice president is. I don't care who the president is. Leaders of the United States of America in a photo op with a mass murdering terrorist supporter like Mohammed Khalibaf shaking hands.
Un représentant des États-Unis qui serre la main d'un meurtrier en série, ça me lève le cœur, etc., etc. Et donc, ça représente pas mal ce qu'on a entendu du côté des néoconservateurs. J'ai plusieurs clips et on va remercier tout de suite Vanessa de Quadrillage Traduction qui nous a fait beaucoup de nos traductions aujourd'hui. J'en avais beaucoup. J'aurais pu en avoir le double, mais j'ai été comme raisonnable. Il y a beaucoup de clips. On a beaucoup de clips aujourd'hui parce qu'il faut comprendre vraiment ce qui se passe. Je ne veux pas juste faire de la théorie. Je veux que les gens puissent prendre le pouls du climat international. Et ça prend des clips pour ça. Donc, on a comme... Je veux vous montrer qu'est-ce qui est en train de se passer. Ça a été résumé comme assez bien par Glenn Greenwald. Glenn Greenwald, qui est... vous le connaissez bien. J'en ai parlé à quelques reprises. C'est un journaliste. C'est un journaliste on n'a pas du tout la même opinion, lui et moi, sur plein de trucs. Généralement, il est plus à gauche. Il critique beaucoup Trump, mais c'est quelqu'un comme Catherine Herridge, comme John Stossel, etc. Même si on n'a pas les mêmes idées, tu peux reconnaître que le gars, il est objectif, tu sais, puis il est sincère. Ça, c'est toujours apprécié. Les gens disent, Alexis, tu es toujours contre ceux qui... Tu clashes ceux qui sont contre toi. Non, je clash ceux qui sont malhonnêtes. Mais Glenn Greenwald, on n'a pas la même opinion, mais en tout cas, tout ça pour dire, c'est à lui qu'Edward Snowden avait donné les secrets de la NSA. À la fin du film Snowden, vous voyez, il rencontre des journalistes, là, puis il leur donne tout ce qu'il a volé à la NSA. Eh bien, la personne, c'est Glenn Greenwald et son équipe. Donc, Snowden lui faisait confiance. Et donc, il dit qu'il n'y a pas eu de semaine où les dirigeants américains ont parlé de manière aussi sévère, claire, véridique et décisive à propos d'Israël depuis, eh bien, peut-être jamais. Et là, c'est ça, il y a Trump qui a clashé Netanyahou, et c'est pas des fausses chicanes, là. Vous allez voir que ça s'inscrit dans tout ce que... il rejoint finalement Tucker Carlson, Megyn Kelly, Joe Kent, etc., etc. C'est-à-dire le fait que les États-Unis prennent leur distance d'Israël. Ce que j'ai expliqué, ça fait 8 ans que j'explique ça. Ben, peut-être pas 8 ans, mais en tout cas, ça fait au moins depuis le début de et même avant le deuxième mandat. Au moins depuis le début de son deuxième mandat. Et ça représente, finalement, ce que vous voyez se déployer, c'est l'agenda America First. Et J.D. Vance, il y a plusieurs clips. Il y a eu et Trump et Vance. Et il y a eu plusieurs clips de J.D. Vance où est-ce qu'il explique finalement que les intérêts des États-Unis, ce ne sont pas les mêmes intérêts que ceux d'Israël. Et donc, il y a cette espèce de découplage entre les deux pays. Comment j'ai appelé ça? Opération rupture. Donc, et ça a à voir aussi... on le savait à Radio-Québec qu'on expliquait ça, que les États-Unis voulaient, c'était écrit dans le National Security Strategy, quitter la région. C'était arrangé, l'Iran a bombardé les bases, et puis on ne reconstruira pas, etc. Les États-Unis, Trump, depuis 2015, depuis 2016, dit « Nous voulons ramener les troupes, nous ne voulons pas de guerre éternelle, nous ne voulons pas nous voulons réduire la surextension stratégique américaine, nous ne voulons pas faire Et dans le mouvement MAGA, il y avait plein de voix qui disaient « Nous ne voulons pas faire les guerres d'Israël, etc. » C'est pas dans l'intérêt des États-Unis, etc., etc. Et Et donc, tous les accords d'Abraham, etc., tout ça, c'était pour stabiliser la région et finalement ramener les troupes. Vous m'avez entendu ad nauseam expliquer ça. Il l'a expliqué dans le discours de Riyad, il l'a expliqué dans le National Security Strategy. On ne reviendra pas là-dessus, mais là, vous le voyez. Et donc, mais le truc, c'est que pour pouvoir arriver à retirer les troupes de la région et acquérir son indépendance vis-à-vis d'Israël, il fallait réduire l'influence d'Israël aux États-Unis, réduire la légitimité, l'ascendant, le soft power d'Israël aux États-Unis. Je l'ai expliqué ça aussi. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette cohorte d'influenceurs MAGA, y compris Joe Kent, Tucker Carlson, Marjorie Taylor, qui ont été très, très, très critiques d'Israël pour réduire l'influence d'Israël aux États-Unis. Et donc, c'est ce que j'explique ici. Donc, l'opération Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene, Massey,
dont on a parlé la semaine dernière, Flynn, etc., était la condition préalable au fait de signer l'accord qui ne serait jamais passé autrement. Bien là, il n'est pas encore passé, mais je veux dire, on ne se serait jamais rendu jusque-là sans que le soft power d'Israël ait été affaibli, ait été réduit, etc. Vous l'avez dans l'explication que j'avais donnée la semaine dernière ici. J'espère que je vais essayer d'être très, 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 très clair et concis aujourd'hui. Donc, parmi les 10 points, la semaine dernière, j'avais évoqué les 10 points de l'opération au Epic Fury. Il y avait montré l'inefficacité de l'OTAN, justifier le retrait des troupes d'Europe, montrer au grand jour et se défaire de l'influence israélienne sur la politique étrangère US et justifier le retrait des troupes du Moyen-Orient conformément aux injonctions du National Security Strategy, etc. Et vous avez la même chose, c'est-à-dire, vous avez ce qui s'est passé en Iran comme l'espèce de semi-fiasco. Ça permet de créer un rift avec Israël. Ça permet la rupture. Comprenez? Donc, encore une fois, c'est le qui perd gagne. Et Trump ici peut faire un croc en jambe à Israël, mais c'est pas un croc en jambe parce qu'au final, ça sert les Israéliens parce que la paix régionale sert les Israéliens, mais ça sert pas la frange suprémaciste en Israël. C'est ça qu'il faut comprendre comme différence. Fait qu'on dit souvent, des fois, je vais utiliser le mot, parce que je suis en live, en ondes, là, je vais utiliser Israël, mais je vise souvent beaucoup plus la frange suprémaciste, les colons, etc., dans le gouvernement Netanyahou. Okay? Donc, quand je dis, frère, un croc en jambe à Israël, c'est un croc en jambe à la frange suprémacistes, colonialistes, même potentiellement génocidaires. Ils ont des déclarations des fois à la télévision israélienne qui sont comme borderline génocidaires. Et donc, c'est ça, l'opération n'aurait jamais... parce qu'Israël avait tellement d'influence, on le sait ça, tout le monde avec l'IPAC, etc., Israël avait tellement d'influence sur dans les médias. Demandez-vous pas pourquoi les médias ont attaqué Trump depuis 10 ans, c'est parce qu'ils savent c'est quoi l'agenda d'America First. Je l'ai expliqué ça aussi. Trump dit depuis 10 ans qu'il veut ramener les troupes. Il n'y a aucun suprémaciste israélien qui veut ça. Il n'y a personne à l'IPAC qui veut que les Américains ramènent leurs troupes à la maison et arrêtent de défendre Israël. C'est pour ça qu'ils l'ont attaqué. Et donc... c'est ça, l'Israël qui a comme de l'influence, une influence énorme sur les médias, le Congrès à travers l'IPAC, etc., et sur la mentalité des gens aussi, les organisations chrétiennes aux États-Unis. Et donc, il fallait, au préalable, avoir une opération d'information, de critique d'Israël ou des suprémacistes, de la politique suprémaciste israélienne aux États-Unis afin de réduire l'influence. Sinon, il fallait critiquer Israël. Il fallait qu'il y ait comme cette espèce de rejet de l'influence d'Israël pour qu'on puisse en arriver à une entente. Sinon, aucun président n'aurait jamais réussi à signer quelque chose si Israël continue à contrôler la politique américaine. Et donc, je vais vous montrer un clip de Tucker Carlson où il explique exactement ce que je viens de vous expliquer avec un peu de difficulté, là. Il explique exactement que mais lui, il utilise ça, il dit l'Iran, c'est-à-dire, il parle de l'Iran, mais il dit... en tout cas, je vais vous montrer le clip, je le commenterai après. Écoutez bien ça. Ça résume 5-6 webjournaux, genre en une minute. Il sait que la seule chose capable d'empêcher cet accord de réellement aboutir, ce n'est pas le Congrès des États-Unis, mais le gouvernement israélien. Ils tenteront de torpiller l'accord comme ils l'ont fait tant de fois. Ils essaieront de le faire exploser. Et donc Trump sait que pour pouvoir continuer, il doit affaiblir Benjamin Netanyahou. Et pas seulement Netanyahou, mais la légitimité morale de l'État d'Israël aux États-Unis. Et de manière... Pour pouvoir... Et de manière bizarre, il a réussi. Donc, pour pouvoir arriver à un accord de paix régional, il doit réduire l'influence israélienne aux États-Unis. Parce que le gouvernement Netanyahou ne veut pas la paix. Ils veulent des guerres de déstabilisation. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un cessez-le-feu, une entente, etc., paf, il y a un bombardement à Beyrouth, etc., pour faire dérailler le processus de paix.
Et là, comme le dit Glenn Greenwald, les Américains le disent maintenant. J.D. Vance le dit maintenant. Vous essayez, avec ces bombardements sur Beyrouth, vous essayez de faire dérailler le processus de paix. Et Tucker Carlson le dit, qu'aucun accord ne pourrait être signé sans réduire l'influence israélienne aux États-Unis. Et c'est pas juste. Donc, finalement, aucun accord avec l'Iran ne pourrait être signé sans réduire l'influence israélienne aux États-Unis. Mais c'est au niveau de America First, c'est-à-dire beaucoup plus que juste l'entente avec l'Iran, c'est que l'agenda même de America First, le découplage d'avec Israël ne serait jamais possible. Et ils le savent, ça. Trump le sait depuis 10 ans que le découplage voulu avec Israël serait impossible sans avoir préalablement réduit l'influence de Netanyahou et du lobby sioniste aux États-Unis. Et c'est ce qu'ils ont fait par une opération de liberté de parole, je l'ai expliqué. Donc, ce que Tucker Carlson dit, c'est ce que je vous ai expliqué dans les webjournaux, comment Trump a lui-même maintient un visage diplomatique et que les gens sous lui ont commencé à critiquer Israël pour faire exactement ça. C'est-à-dire réduire la légitimité d'Israël pour pouvoir finalement arriver à une hostie de signature d'accord de paix. Parce que ce que Trump veut, c'est beaucoup plus que ce que l'agenda de Barack Obama était, là, quand ils ont signé le truc avec l'entente avec l'Iran en 2014, 2015, je ne me rappelle plus. C'était juste un truc local sur le nucléaire qui n'empêchait même pas l'enrichissement à moyen terme, je pense. Ce que Trump veut, ça n'empêchait pas, par exemple, l'Iran de continuer à attaquer à travers le Hezbollah, les Houthis. Ça ne réglait pas l'influence iranienne dans la région. Ça ne réglait pas la question régionale, de la guerre régionale. Ça nous menait à une guerre régionale de toute façon. Ce que Trump veut, c'est beaucoup plus gros. C'est une entente de paix globale pour toute la région, comme ça a été expliqué dans le discours de Riyad. Donc, c'est beaucoup plus grand en termes d'ambition. C'est un accord beaucoup plus ambitieux que celui d'Obama. Il veut une paix durable, régionale. Il veut ça va finir par la création d'un État palestinien, etc., etc. Donc, je vous montre, et donc, comment ils ont opéré. En fait, juste avant d'y aller, je dis ici, j'ai donc, Trump ne peut faire un croc en jambe à Israël précisément parce que ça fait 2 ans que MAGA affaiblit l'AIPAC aux USA. Et je dis Venezuela. Et là, Venezuela, pourquoi je mentionne le Venezuela? Parce qu'on a expliqué, comme la semaine dernière, que les États-Unis sont devenus le premier exportateur de pétrole au monde et que le détroit d'Ormuz a finalement permis aux États-Unis de récupérer une partie de la vente de pétrole et que ça n'aurait pas été possible sans avoir fait le Venezuela préalablement. Et donc, tu règles la question du Canal de Panama, le Venezuela, tu te gorges de pétrole, puis après ça, tu fermes le détroit d'Ormuz, puis tu deviens le plus gros exportateur de pétrole. Donc, il y a une logique, toc, 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 il y a une logique à ça. Il y a une séquence, mais c'est la même chose avec le fait de signer un accord de paix avec l'Iran. C'est pas possible. Personne dans la droite israélienne n'aurait accepté que Trump signe un accord de paix avec l'Iran s'il n'avait préalablement pas été affaibli. Et donc, cet affaiblissement des néoconservateurs aux États-Unis était une stratégie délibérée de Donald Trump. Comme le Venezuela, tout était comme séquentiel. Et je vous montre ici, j'ai fait un petit truc en 6 points. En premier, numéro 1, tu dois poser le problème. Et là, je vous avais expliqué, je vous ai parlé du livre « Le lobby israélien » de John Mersheimer. Sommité en relations internationales, et aussi tu poses le problème quand Trump s'est présenté en 2015-2016 avec America First, nos troupes on meurt pour des pays étrangers, on est dans du nation building, on veut pas ça, on veut ramener les troupes à la maison. Donc tu poses le problème, OK, Donc, après ça, tu suscites le débat, comme Thomas Massie qui parle du USS Liberty, Tucker Carlson qui dit dans un clip, Tucker Carlson affirme qu'Israël était au courant du 11 septembre, que le Mossad était au courant et qu'ils n'ont pas averti les États-Unis. En tout cas, je ne sais pas s'il a dit les États-Unis, mais on va jouer le clip. Là. Je pense qu'il a dit que le FBI, le FBI aussi est au courant puis ils n'ont rien fait, quelque chose comme ça. If the Israeli intelligence service had foreknowledge of 9/11, which they did, according to the American FBI, how is that an ally? You know it's coming. OK, donc c'est ça. Selon le FBI, c'est pas qu'ils ont averti le FBI, c'est selon le FBI, le Mossad avait une connaissance préalable des événements du 11 septembre.
Et ils n'ont pas averti. Et donc, comment est-ce que ça peut être un allié? Donc, poser le problème, susciter le débat. On pose des questions. Là. On fait juste poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé avec le USS Liberty, etc. Après ça, pour arriver à une entente où est-ce que tu dois accumuler un capital de sympathie, Trump comprend ces trucs-là. Là, c'est un négociateur, the art of the deal. Et donc, accumuler un capital de sympathie, tu vas mettre ta main sur le mur des lamentations, tu reçois les Lubavitch au bureau aval, tu fais de Jérusalem la capitale, et là, personne ne peut dire que tu es un ennemi d'Israël. Ouais? Et là, tu peux dire, comme ils le disent en conférence de presse, tu peux dire, il n'y a personne qui est le meilleur ami d'Israël que Donald Trump. Trump est le meilleur ami d'Israël présentement dans tous les chefs d'État. Et si vous prenez la tête contre Trump, vous perdez votre meilleur allié. Et donc, ça, c'est un camouflet, ça, sur la droite israélienne. C'est-à-dire que plus personne... Ils ont perdu... Et Trump, je l'ai expliqué à plusieurs reprises, ils ont perdu tout leur capital de sympathie mondiale avec Gaza. Et aux États-Unis, avec les influenceurs MAGA, etc. Et là, il dit, Trump, c'est votre dernière chance et c'est votre meilleur ami. Vous allez vraiment gâcher ça, là? Vous êtes isolé, vous n'avez plus personne. Et Trump, c'est ce que J.D. Vance dit dans ses conférences de presse. Et donc, accumuler un capital de sympathie. Après ça, tu crées une opposition contrôlée. Tucker Carlson avec Joe Kent, Marjorie Taylor Greene, Mike Flynn. Rappelez-vous la vidéo de Mike Flynn qui fait comme, qui menace Israël de révéler un certain nombre de trucs sur leurs opérations aux États-Unis. Matt Gaetz, etc., Steve Bannon. Donc, tu crées une opposition contrôlée. Tu fais exactement comme ils ont fait avec Mike Flynn, c'est-à-dire Flynn était dans l'administration Trump, mais ils l'ont sorti de l'administration pour qu'il ait la liberté de parole, pour qu'il puisse révéler des secrets d'État qu'il a entendus lorsqu'il était à la Defense Intelligence Agency dans les enquêtes Mueller, Hubert, etc. Donc, tu sors de l'administration pour pouvoir parler. Et c'est la même chose qui s'est passé avec Joe Kent, avec Mike Flynn, mais avec Marjorie Taylor Greene. Tucker Carlson, on l'a expliqué, le cas de Tucker Carlson. Hein, il parlait à Trump jusqu'en février. Il était invité dans le bureau ovale, alors que ça faisait 2 ans qu'il clashait Israël. Il a commencé en 2023 à clasher Israël en invitant des personnes genre que l'Union conservateur détestait, dire des vérités sur Gaza, des vérités sur toutes sortes de choses, des opérations d'Israël aux États-Unis. Et donc, tu fais exactement ce qu'ils ont fait avec Mike Flynn, c'est-à-dire tu les sors de l'orbite Trump et tu leur donnes la liberté de parole pour pouvoir réduire le soft power israélien, c'est-à-dire la puissance de persuasion israélienne aux États-Unis, les critiquer. Tu les laisses critiquer Israël, tu affaiblis la position d'Israël aux États-Unis, tu révèles des vérités qui n'ont jamais été entendues, comme sur le 11 septembre, sur le USS Liberty, etc., pour réduire l'ascendant d'Israël sur les mentalités, la politique américaine, et après ça, donc, créer une opposition contrôlée. Après ça, le problème est posé, tu as suscité le débat, tu as accumulé un capital de sympathie, tu as une opposition contrôlée. Après ça, tu rencontres une aporie. Ah, merde, Netanyahou nous a dit que ça allait bien aller. Finalement, c'est mal allé, puis ça s'est pas si bien passé. Et on est rentré dans le mur. Et là, on ne peut plus y aller. On va signer avec l'Iran. On est coincé. On n'a pas le choix vraiment, là. Je suis dans une mauvaise position, hein, mais finalement, c'est là qui perd gagne. Je suis dans une mauvaise position. Il faut que je négocie avec l'Iran pour m'en sortir, parce que sinon, c'est... Hein, mais c'est comme avec l'OTAN. Là. On est pris dans le détroit d'Ormuz et vous ne nous avez pas aidés. Et donc, maintenant, on sort les troupes d'Europe. Vous comprenez comment ça fonctionne. Et finalement, trouver une solution, la paix, voilà, comme ça ici. Et... Donc, ça, c'est comme ça. Et il opère comme ça depuis 10 ans. Okay? Donc, ici, 10 ans d'efforts, une vision à très, très long terme. Ça ne pouvait pas se faire dans le premier mandat. Dans le premier mandat, il a établi, j'ai expliqué, il a établi sa crédibilité avec l'Iran en tant que les Américains ont toujours été les ennemis des Iraniens. Hein? Bush avec l'axe du mal, c'est pas l'axe de la résistance, ça a été transformé par la suite en axe de la résistance, mais c'était l'axe du mal, l'Iran, la Corée du Nord, etc. Qu'est-ce que Trump a fait? Il a fait la paix avec la Corée du Nord, il est en train de faire la paix avec l'Iran, il est en train de déconstruire l'axe du mal de George Bush. Et comme ils ont dit dans Promethean Action, il est en train de défaire le complexe de la
guerre perpétuelle. Parce que ce que l'État profond fait, c'est qu'il crée des zones de tension, pour avoir de la guerre perpétuelle, puis avoir la machine de guerre et, qui roule, et puis des déstabilisations, et puis créer le monde, faire advenir le monde qu'ils veulent à travers des déstabilisations, etc. Trump règle ça, Trump stabilise. Okay? C'est comme Vishnu, c'est le stabilisateur, c'est comme Vishnu chez les hindous, là. Et donc, tout ça pour dire que, je m'emporte, mais tout ça pour dire que Trump, cette semaine, attaque Netanyahou. Et J.D. Vance aussi attaque Netanyahou. Il dit, l'administration Trump montre à Israël que s'ils assassinent Trump, c'est pas ça, mais s'ils assassinent Trump ou le destituent du pouvoir pour avoir tenté de faire la paix, ils se retrouveront avec un vice-président encore moins compréhensif. J.D. Vance est très, très, très sévère, là. Et, mais c'est pas je pensais que c'était une autre capture d'écran, où est-ce que J.D. Vance dit justement que Israël fait exprès pour faire dérailler le processus de négociation avec l'Iran. Il a été clair en conférence de presse. Je ne sais pas si je l'ai ici. Et il y a Trump aussi qui a dit essentiellement que la riposte d'Israël à Beyrouth était hors de toute proportion et que ça faisait dérailler les négociations. Je vous montre Vance en premier et après ça, celle de Trump. Ce que je tiens à dire, et d'ailleurs cela me trouble, c'est que l'on a vu des membres du cabinet de Bibi s'en prendre ouvertement à cet accord et d'une certaine manière attaquer très personnellement le président des États-Unis. Et je pense que mon message à leur intention est double. Premièrement, Donald Trump est le seul chef d'État au monde à faire preuve de sympathie envers la nation d'Israël à l'heure actuelle. Ça, c'est le capital de sympathie que Trump a accumulé avec la reconnaissance de Jérusalem, etc., etc. Là. Et il est le dernier. Si vous négociez pas avec Trump, ça va juste aller moins bien par la suite. Et il se trouve qu'il est le chef d'État d'une superpuissance mondiale. Si je faisais partie du gouvernement israélien, je m'abstiendrais sans doute d'attaquer le seul allié puissant qui me reste dans le monde entier. Et le deuxième message que j'adresserai à certains de ces membres du gouvernement, Bibi à son honneur n'a pas suivi cette direction, mais à certains de ces membres du gouvernement israélien qui s'en prennent au président des États-Unis, c'est que ces 3 derniers mois, les 2/3 des armes défensives qui ont protégé votre patrie ont été fabriquées par des mains américaines et financées par l'argent des contribuables américains. Le problème d'Israël, ce n'est pas Donald Trump. Et à tous ceux qui en Israël pensent que leur plus grand problème est le président des États-Unis, ils doivent se réveiller et prendre conscience de la réalité. Donc, arrêtez de crier, parce qu'il y a des critiques acerbes en Israël face à cet accord-là, mais face aux négociations, etc. Et là, j'ai la vidéo de Trump qui critique, comme on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu quelque chose comme ça, qui critique les Israéliens pour leur riposte au Liban, qui fait dérailler le processus de paix. Et il dit même que la Syrie, au lieu que ce soit Israël qui traite avec le Hezbollah, il devrait demander à la Syrie qui n'aime pas le président Joulani là, en Syrie, qui lui non plus n'aime pas le Hezbollah. Il dit essentiellement que les Syriens auraient comme un traitement plus humain. Les Israéliens frappent de façon indiscriminée des édifices où il y a des civils, etc. Pour une personne, il y a comme un drone qui frappe quelque chose, là. Puis là, ils vont détruire, ils vont tuer comme 50 personnes dans un édifice c'est hors de toute proportion. Trop de gens sont en train de se faire tuer. Et vous n'êtes pas obligé de raser un immeuble à chaque fois que vous cherchez quelqu'un. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans ces immeubles. Ils ne sont pas tous du Hezbollah, ça je peux vous le dire. Et j'ai suggéré à Israël de laisser la Syrie s'occuper du Hezbollah. Parce que pour être honnête avec vous, je pense qu'ils font un meilleur boulot pour ça. 2 heures avant que nous signions l'accord, il y a eu une attaque au Liban, à Beyrouth. C'est pas dans le sud où vous voyez, c'était à Beyrouth. Je n'ai pas aimé ça. Je leur ai fait savoir. Et si Israël n'est pas capable de faire le travail sans tuer tout le monde autour,
Alors la Syrie fera le travail. Vous savez, il y a une toute petite histoire avec quelques drones qui ont été envoyés et cela a fini par une attaque très... J'ai vu cette attaque, j'ai vu où cette bombe est tombée. Vous avez vu ce qui s'est passé, ce n'était pas... C'était une attaque vicieuse, c'était trop. Une attaque vicieuse, c'était trop, c'était pour dérailler le processus de paix. Évidemment, les Israéliens ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas été consultés. On l'a montré dans les webjournaux précédents, des coupures de journaux où Israël se plaint d'être laissé à l'extérieur des négociations, et de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe, d'être inquiet que Trump négocie dans leur dos avec l'Iran, etc. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Et là, le Memorandum of Understanding est signé entre les deux et une copie a été envoyée à Israël, l'allié stratégique principal dans la région. Une copie, Israël a été notifié en copie conforme. Il n'a absolument pas fait partie des négociations parce que ce qu'Israël veut, c'est des destructions. C'est une destruction perpétuelle au Moyen-Orient. C'est essentiellement ça. Ils n'en veulent pas d'accord du tout. Ils veulent essentiellement raser l'Iran. Et donc, Trump est au-dessus de ça et leur envoie une copie. Regardez ce que Tucker Carlson en dit. Il est normal que nous rendions l'accord public et d'ailleurs nous en avons envoyé une copie à Israël. Nous avons envoyé une copie de l'accord à Israël. Vous leur avez envoyé une copie cachée? Nous venons de finaliser les grandes lignes d'un accord de paix avec le pays contre lequel nous sommes en guerre, avec Israël, sans consulter Israël. Putain, c'est exactement ce que ça veut dire. Chut, les adultes parlent. À un moment donné, il a dit, vous savez, je pense que c'est trop. À l'avenir, nous laisserons peut-être la lutte contre le Hezbollah à Jolani qui dirige la Syrie. Or, Jolani est bien sûr un ancien dirigeant d'Al-Qaïda. C'est juste quelqu'un de plus raisonnable. Si vous cherchez un traitement plus humain des civils, il faut aller voir le type d'Al-Qaïda, pas le premier ministre israélien. C'est ce que le président a dit. C'est incroyable. Oui, c'est ça, c'est incroyable. Israël est traité essentiellement comme un partenaire junior qu'on notifie par la suite de ce qui se passe. Ce qui se passe est totalement au-dessus de la tête d'Israël. Et là, on comprend justement pourquoi pourquoi les néoconservateurs sont hors d'eux. Je vous montre, avant de continuer ici avec d'autres réactions, je vous montre la réponse de Mark Levin, parce que là, il y a qui critique ouvertement l'administration Trump, des gens dans l'administration Trump qui disent qu'Israël devrait se calmer et comme... I'm going to start the program where I'd rather not start, but I must. I want to say to people in and out of the administration, stop trashing, smearing, bullying the little state of Israel. Stop cozying up to and telling us that the enemy regime in Iran is now more rational, more moderate, and a regime that we can deal with. When just a few months ago they slaughtered 50,000 people, they're still hanging young people today. Voilà. Donc ça, c'est Ben Shapiro, Mark Levin, etc. Il y en a d'autres qui sont littéralement hors d'eux. Et le torchon brûle entre l'administration Trump et les néoconservateurs. Donc, on a montré Ben Shapiro, on a montré Mark Levin avec le doigt en l'air comme ça. Il y a aussi Alan Dershowitz. Si vous suivez la politique aux États-Unis, vous savez que ce sont des gros noms qui sont allés au bâton pour critiquer l'accord et... essayer de sauver les relations privilégiées US-Israël. Il y a même ici l'ancien directeur du Mossad qui dit sur LCI, cet accord n'est pas bon, etc. Ils ont mobilisé toutes les ressources, y compris les néoconservateurs WASP, comme Lindsey Graham, qui est allé dire que l'accord n'était pas bon, etc., etc. Vous voyez ici Mark Levin en train en accolade avec Israël. Il met un Lincoln, une photo de Lincoln derrière lui, mais ce serait probablement plus approprié de mettre une photo de Benjamin Netanyahou. Et donc, les néoconservateurs sont vraiment pas contents, alors que du côté de MAGA, ça va super bien. Comme je vous dis, au show de l'émission de Matt Gaetz, ils applaudissent ça. Il y a même la gauche aux États-Unis qui dit, genre essentiellement, 70% des travailleurs américains travaillent de chèque de paye en chèque de paye et la moitié du pays n'a pas 500 $ en urgence, en fonds d'urgence, et vous voulez qu'on continue à payer ces guerres-là sans fin pour le profit d'une puissance étrangère. Il y a aussi l'ancien ambassadeur
Chas Greeman qui dit « Israël n'est pas seulement un allié, c'est un saboteur. Il est déterminé à faire échouer toute entente avec l'Iran parce qu'il veut la guerre et il veut que la guerre se poursuive jusqu'à ce que l'Iran soit détruit. » Mais il ne peut pas y parvenir, alors il a sous-traité cette tâche aux États-Unis. Les États-Unis, comme encore une fois, je reviens à ce que dit Glenn Greenwald au début du Web Journal, on n'a jamais vu comme une explosion de critiques et de répliques acerbes de cette ampleur. Maintenant, il y a ça, c'est ça ici, tu vois ici, comme Jeffrey Tucker, là, c'en est d'autres. J'aurais pu faire un web journal juste avec des réactions, c'est partout sur tous les médias, c'est aux États-Unis, la fin de l'alliance, parce que ce qui énerve Shapiro, Levin, etc., c'est que c'est essentiellement la fin de l'alliance avec Israël. On est en train de... la rupture est consommée, là. Et donc, Jeffrey Tucker du Brownstone Institute, on en a parlé durant la COVID. L'alliance américaine, Amérique-Israël, arrive-t-elle à son terme? Il répond par la positive. On a d'autres personnes qui sont sur des anciens services du renseignement de la US Air Force qui dit Trump pourrait avoir fini de rembourser sa dette politique envers Netanyahou. Le lieutenant-colonel à la retraite Karen Kwiatkowski soutient que Trump a réglé sa dette envers les donateurs sionistes et passe déjà à autre chose. Je pense qu'il est prêt à sacrifier Netanyahou. Il revient un petit peu à dire ce que Thierry Messant disait. On m'a dit, la dernière fois, Thierry Messant, oui, c'est peut-être un petit peu plus nuancé que ça, là, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Et donc, il y en a beaucoup des anciens officiers du renseignement qui disent exactement ça ici. C'est Malcolm Nance, qui lui aussi est un ancien officier du renseignement de la marine. Il dit Netanyahou vient de couper les ponts entre Israël et les États-Unis avec son attaque au Liban, là. C'était stupide, cette attaque-là sur le Liban. C'était une espèce de... un pied de nez à Trump, mais finalement, ça a provoqué le backlash que vous avez vu de Vance, de Trump. Et c'était une erreur stratégique qui a permis à Trump d'acter la rupture. On peut dire, Israël n'écoutera jamais. Crois-tu vraiment, Alexis, qu'Israël va écouter Donald Trump? Non, bien sûr que non. Ils ne l'ont pas fait. Mais là, il y a une conséquence, il y a un prix politique à payer. Et ce prix politique à payer, c'est ce que Trump voulait, finalement. C'est-à-dire que ça permet le découplement, davantage de découplement des États-Unis d'Israël, ça permet la critique d'Israël, ça permet de consommer la rupture. Tu sais, tu peux consommer un mariage le soir des noces, là, je ne vais pas être graphique, mais tu peux aussi consommer la rupture. Alors que ça fait genre 4-5 ans qu'il y a comme peut-être pas 4-5 ans, 3-4 ans, mais ça fait un certain temps, mais depuis 3-4 ans, la critique d'Israël augmente aux États-Unis et les gens disent de plus en plus, on doit c'est l'agenda America First, là. Et là, il a permis cet acte-là, ce bombardement de façon indiscriminée de la banlieue de Beyrouth, a permis de consommer la rupture. C'est pas consommer le mariage, c'est de consommer la rupture. Et donc, il dit Netanyahou vient de couper les ponts entre Israël et les États-Unis. Washington n'a aucun moyen de le ramener dans le giron. C'est ce que Trump voulait. Malcolm Nance affirme que la relation militaire entre les États-Unis et Israël, qui fonctionnait autrefois comme un commandement théâtral profondément intégré, c'est-à-dire au Moyen-Orient, CENTCOM, c'était comme pas mal intégré avec Israël, mais là, c'est fondamentalement rompu. Ce découplage s'est encore renforcé, argumente Nance, lorsque Netanyahou a ignoré les efforts américains pour conclure le Memorandum of Understanding et a intensifié les opérations au Liban, malgré tout, au mépris des retombées diplomatiques. L'attaque sur le Liban pour faire dérailler le Memorandum avant les négociations, là, ça a été une bourde d'Israël qui a permis la réplique de Trump qui disait que Netanyahou
a perdu la raison, qui a attaqué des civils essentiellement. C'est essentiellement un crime de guerre. Il a dit ça en termes diplomatiques. J.D. Vance aussi. Et il a même été jusqu'à dire, questionner la santé mentale de Netanyahou. Hein. Il dit genre... je pense que c'est Face the Nation, je ne me rappelle pas c'est quoi l'émission. On lui demande qu'est-ce que tu penses de Netanyahou. Il dit on doit essayer de le garder sain d'esprit. Your relationship with Netanyahu's it's good, but we have to keep him a little bit sane. On doit le garder sain d'esprit. On doit essayer de lui mettre des limites puis le garder, et ça fait écho à une conversation téléphonique qui a été coulée. Je vous dis, on coule ça pour permettre la consommation de la rupture. Et Netanyahou est embarqué là-dedans. Ils ont fait l'erreur par hubris, par pure hubris, parce qu'il y a de ça chez les ministres israéliens du cabinet du Likoud. Là, il y a de l'hubris, puis dans le genre, ils se réjouissent du génocide. Là, je veux dire... ici, je les ai, je vais pas les lire, je vais pas les lire, mais il y a comme plusieurs ministres qui se réjouissent essentiellement du génocide à Gaza, puis qui disent, on va les faire pleurer jusqu'à... Il y a de l'hubris dans ce cabinet-là. Et l'hubris les a poussés à rompre, faire un pied de nez à Trump. Et finalement, ce que ça a produit, c'est une rupture de la relation diplomatique avec les États-Unis. Pas complète, mais ça a juste permis comme un découpler davantage. Puis il n'y a comme pas de retour en arrière. C'est qu'à chaque fois qu'ils font quelque chose, c'est damn if you do, damn if you don't. S'ils font rien, les États-Unis se retirent de la région. Puis s'ils essayent de torpiller ça, ça donne encore plus de raisons pour que les États-Unis se découpent sortent de la région, se découpent de leur relation avec Israël. Trump aurait crié et insulté Netanyahou à propos de sa menace de reprendre les bombardements sur Beyrouth. Ça, c'était au début du mois de juin. Et finalement, Netanyahou l'a fait, ce qui a permis le découplement. Donc, vous avez ici Jeffrey Sachs. Rappelez-vous... je pense que c'était en 2023, Trump avait partagé une vidéo où Jeffrey Sachs, sur True Social, je l'avais, puis je l'ai perdu. Je l'avais comme hier ou avant-hier, puis je ne l'ai pas retrouvé. Cette vidéo-là où Trump, il y avait une partie de la vidéo où Jeffrey Sachs disait que Netanyahou est un psychopathe, qu'il ne veut pas la paix, qu'il fait la guerre pour rompre les négociations à chaque fois. Et Trump avait partagé ça. Vous vous rappelez de cette vidéo? J'en avais parlé, et puis... Et là, maintenant, inscrivez ça dans tout ce qui se passe. Donc, mais là, ici, Jeffrey Sachs qui a été très critique de la guerre, puis qui disait aussi que Trump est contrôlé par Netanyahou. Là, mais là, on voit bien que c'est absolument pas le cas. Tous les Black Pills ont l'air complètement ridicules. Donc, Jeffrey Sachs dit « Trump avait raison quand il a déclaré, il y a quelques jours, et ensuite confirmé les citations rapportées par Axios, qu'il avait dit à Netanyahou « Tout le monde vous déteste maintenant. » Ça, c'est le torchon brûle. Tu sors pas des trucs comme ça quand Netanyahou a des vidéos de petites filles de 8. Tu sais, où est-ce que tu violes les enfants? C'est pas... Il avait dit, tout le monde vous déteste maintenant. Tout le monde déteste Israël maintenant. C'est-à-dire qu'Israël a perdu tout son... Et ça a été orchestré. Israël a perdu tout son capital de sympathie, son soft power, son influence mondiale. Et Trump, lui, qui a reconnu Jérusalem comme la capitale, c'est le dernier. Fait que t'es mieux de signer Netanyahou parce que sinon, il ne vous reste plus rien. Et s'il n'y avait pas eu ça, encore une fois, je reviens, s'il n'y avait pas eu cette attrition de l'influence israélienne au cours des 2-3 dernières années qu'on a documenté à Radio-Québec, jamais une entente avec l'Iran n'aurait pu être possible parce qu'ils veulent la guerre perpétuelle. Ils veulent détruire le régime complètement. Donc, c'était sa guerre de rêve depuis 40 ans. Il a essayé de la vendre à chaque président américain. Trump a été le seul assez crédule pour y tomber. Ça, c'est la version de Sachs. Trump n'a pas été crédule. Trump a utilisé ça pour créer l'obligation de négocier avec l'Iran et permettre le désengagement, rompre créer l'agenda America First et puis rompre la relation d'un théâtre intégré avec Israël. OK? Donc,
Selon tous les commentateurs, la rupture Trump-Israël est consommée. Là, aujourd'hui, il y a Israël, évidemment, ils appliquent la pression maximum sur Israël de tous les côtés. Les commentateurs US, le président Pence, Trump qui critique, c'est comme... il y a de la pression de tout... Il y a l'ensemble des pays qui sont impliqués là-dedans, et... ils ont finalement, aujourd'hui, donné des conditions pour le retrait du Liban. Donc, il y a Trump Trump accuse Israël de réaction excessive et propose un remplacement pour faire affaire avec le Hezbollah. Et après ça, donc, ici, Trump, ça, c'est en début de semaine, je pense que c'est aujourd'hui, ça. Le 21, exactement. Le journal israélien Hayom dit « L'armée israélienne pourrait modifier ses positions au Liban alors qu'Israël fixe les conditions de son retrait. » Finalement, après énormément de pression, Israël commence à penser à accepter un retrait du Liban, une cessation des hostilités, parce que d'une part, du côté iranien, ils ont accepté d'arrêter de financer le Hezbollah. Donc ça faisait partie de l'entente, arrêter ce qu'ils appellent les proxies, là, le financement de groupes par procuration, là, les outils, tu as besoin de ça pour une paix régionale. Et donc, l'Iran a accepté ça, et donc il va probablement avoir une réduction des attaques du Hezbollah, et puis là, de son côté, là, maintenant, il semble qu'Israël ait accepté. Mais ils ont appliqué une pression maximum. Et donc, il dit, sous réserve de 3 conditions minimales, le retrait des terroristes du Hezbollah au nord du fleuve Litanie, le démantèlement de l'infrastructure terroriste au sud Liban et la pleine liberté d'action d'Israël pour éliminer les menaces. Ça, c'est en cas de s'il y a une réplique, une frappe, etc., etc. Normalement, idéalement, il n'y en aurait pas, le Hezbollah, parce qu'on s'en va vers la paix. S'il y a une paix avec l'Iran, s'il y a des négociations avec la Palestine pour un État palestinien, il n'y a plus de raison pour que le Hezbollah frappe Israël, surtout si Israël se retire du sud Liban. Le sud Liban, c'est ça ici. Donc, vous voyez, la rivière Litanie au Liban, c'est la ligne bleue. Et le sud Liban, c'est le petit carré. Vous avez Israël, et puis vous avez le Liban. Et le sud Liban, c'est tout ce qui est au sud de la rivière Litanie. C'est là qu'il y a la zone d'opération, et puis c'est là qu'ils frappent le plus. Et c'est là qu'ils sont en train, finalement, de tout raser, un peu comme à Gaza. Je n'ai pas montré des citations, mais les ministres s'en félicitent. On est en train de raser tout le sud Liban, de sorte qu'il ne puisse plus personne ne puisse y habiter, etc., etc. C'est du nettoyage ethnique, là. Mais, et donc, cette condition-là, que le Hezbollah se retire au nord de la rivière Litanie, que toute l'infrastructure, les tunnels, etc., soient détruits dans le sud Liban et que l'Israël ait le droit de répliquer si jamais il y a comme des trucs, etc. C'est quand même pas si mal. Ça, le Hezbollah, c'est un groupe de résistance. S'il n'y a plus de guerre, il n'y a plus nécessairement la nécessité d'un groupe de résistance non plus. Puis les Libanais vont y trouver leur compte aussi, là, parce que le gouvernement libanais aussi aimerait une cessation des hostilités, etc. Voilà, donc... ici, maintenant, quand je disais que Vance a botté en touche, n'a pas botté en touche, mais Vance a été très actif lors de la dernière semaine. Il est beaucoup plus dur même que Donald Trump, plus dur que Trump. Il a dit ici dans son entrevue avec Megyn Kelly, qui se réjouit de l'accord, là, finalement, les influenceurs MAGA. Il est allé sur l'émission des influenceurs MAGA. Il dit essentiellement que c'est quoi l'alternative des néoconservateurs? Qu'il y a une guerre perpétuelle, que leur objectif, c'est le conflit sans fin. Donc, il explique ça ici dans le clip. Alors que Trump veut une paix durable. Deal. I think that fundamentally, if you look at what they're proposing an endless conflict. They want this to go on until every bomb has been dropped or until every Iranian is dead. That is not what the President of the United States wants. What he said is, I said about this to end their nuclear program, to eliminate their ability to threaten their neighbors and project power, and to fundamentally make sure that no future child would have to deal with a terrorist regime with an atomic bomb. That's why the president... Donc, il réexplique les objectifs de Epic Fury, qui était ce qu'on a expliqué la dernière fois, réduire les capacités militaires, capacités de projection de la force, les proxies, les petits groupes par procuration comme le Hezbollah et le nucléaire.
Mais ce que veulent les néoconservateurs, c'est une guerre perpétuelle contre l'Iran, où on aplatirait complètement le pays, on détruirait... Et c'est pas ça les objectifs de l'administration Trump. Mais ça n'a jamais été le changement de régime, n'en déplaise à mes contradicteurs, à tous ceux qui n'ont pas suivi de près. Donc... Ici, on a, dans différentes entrevues, ici, J.D. Vance continue d'insister sur la manière dont les intérêts américains et israéliens divergent. Il dit, on n'a pas les mêmes intérêts. Ça, c'est ce que veut Israël, mais nous autres, on a d'autres intérêts. Là, il explique dans la vidéo que le gouvernement Netanyahou voudrait comme une guerre perpétuelle contre l'Iran jusqu'à temps qu'il ne reste plus rien, que toutes les bombes aient été lâchées, etc. C'est pas ce que veulent les États-Unis. Il l'a expliqué ailleurs. Donc, vous comprenez qu'on est dans deux pays, deux objectifs, deux systèmes, et vous faites vos trucs, et nous autres, on est les États-Unis, et on n'a pas... Il y a une prise de distance avec Israël. On a nos propres intérêts nationaux. Hein? Donc, il souligne que beaucoup en Israël aimeraient voir l'Iran devenir le prochain Libye, puis demande l'Iran devenant une Libye persane, est-ce que c'est bon pour les États-Unis? Absolument pas. Ils veulent un système stable et non pas un système déstabilisé comme en Libye, justement, où est-ce qu'il y a plus d'État, etc. Donc, vous voyez comme le changement de ton est énorme. Donc, il dit aussi... ça ici, c'était un petit peu plus tôt cette année à Turning Point USA. Il dit, ça montre encore une fois, là, il raconte l'histoire d'un réfugié ukrainien qui lui a posé une question. Il lui dit, qu'est-ce que vous allez faire pour aider la guerre dans mon pays? Mon pays se fait attaquer, l'Ukraine, etc. Puis il lui répond, ton pays maintenant, c'est les États-Unis. Et donc, tu devrais te préoccuper des États-Unis et non pas comme ce que tu appelles ton pays, l'Ukraine. Il dit, monsieur, avec tout le respect qui vous est dû, si vous êtes américain, votre pays, c'est les États-Unis d'Amérique. Pas un endroit d'où vous avez immigré. Ça devrait être la position de tous les immigrants qui viennent dans nos pays en Occident. C'est-à-dire, c'est pas genre... ton pays, ce que tu construis, c'est ici. C'est pas genre toujours parler du bled, etc., etc. Donc, que votre famille soit ici depuis 300 ans ou une seconde, être américain signifie veiller sur les Américains en premier. Les intérêts américains, pas les intérêts de l'Inde ou de whatever, de la Somalie, c'est pas ça. C'est America first. Hein? C'est la perspective que nous devons adopter pour notre politique d'immigration. OK? Donc, vous voyez un peu le genre. Donc, on a montré cette vidéo-là où est-ce qu'il parle, il dit que Trump est le seul chef d'État sympathique aux intérêts d'Israël. Ben oui, il s'est créé un capital de sympathie, là, les Lubavitch dans le bureau aval. Et là, si vous perdez le dernier qui vous aime, ben il ne restera plus rien là, après ça. Tous ceux qui vont venir après Trump, mettons Vance, etc., ça va être plus dur. Ça va être plus dur. Vous n'aurez jamais quelqu'un comme Trump. Donc, c'est le temps de signer. Je voulais expliquer ça. Donc, et là, il critique, c'est celui-là ici, justement, où est-ce que dans la vidéo, dans cette même conférence de presse-là, il dit qu'Israël torpille la négociation. On n'est plus à l'époque où, genre, Israël fait des coups fourrés et personne ne dit rien. Les médias sont silencieux, les représentants US ne disent plus rien, et puis il dit, dans la vidéo, il dit « Nous semblons être juste au bord d'une avancée majeure dans l'accord, puis tout à coup, bang, une explosion massive qui se produit dans un centre de population civile à Beyrouth. Et beaucoup de personnes qui n'ont rien à voir avec le Hezbollah perdent la vie. Hein? Donc, vice-président Vance interpelle Israël pour avoir, de façon répétée, gâché les négociations entre Trump et l'Iran. Les Israéliens, comme tout le monde, doivent respecter ce processus de paix, dit-il. Donc, je ne sais pas si jusqu'où je vais aller dans... Il fait aussi une distinction dans d'autres podcasts. Il fait des distinctions entre la critique du gouvernement israélien et l'antisémitisme. Il dit c'est la haine des Juifs, ce qu'il appelle la haine des Juifs, parce qu'il ne veut pas dire antisémitisme, là, mais il dit si toute critique est de la haine des Juifs, ben rien n'est de la haine des Juifs. Il dit la critique d'Israël déborde souvent en haine des Juifs. Charlie Kirk était très inquiet de l'influence israélienne en politique américaine. Et il détestait aussi l'antisémitisme. Donc, tu peux critiquer Israël sans être antisémite. Donc, c'est important. Ça va encore dans le sens
de America First et de la divergence d'intérêts entre les États-Unis et Israël. Donc, ne pas faire la distinction entre... Donc, il dit parfois les défenseurs d'Israël commettent deux erreurs massives, ne pas faire la distinction entre les intérêts de l'Amérique et les intérêts israéliens, parce que ce n'est pas toujours la même chose, dit Vance. Et après ça, deux, confondre la critique du gouvernement israélien avec la haine des Juifs. Et donc là, ils se donnent un espace pour critiquer le gouvernement israélien Netanyahou comme ils le font depuis une semaine. Oui, mais c'est pas cette semaine, ça. Je pense que c'est un petit peu plus tôt. Mais vous voyez un peu comment on opère avec, moi, on pourrait presque dire une guerre de 5e génération. Ouais. Donc, ça ressemble à ça. J'avais autre chose. Le torchon brûle tellement entre l'administration Netanyahou et l'administration Trump que on a vu même des soldats israéliens brûler le drapeau américain. Pensez-y. מוכן? שופחה, מספיק. קדימה. אש! ששרפת תימחק. יחד, לא נירה ולא נחריש. Ils sont pas contents. Mais, et ça, finalement, on revient à ce que j'allais expliquer dans ce segment-là. Finalement, donc, plusieurs personnes remarquent qu'il y a ce découplage, la rupture est actée. On est dans une... L'opération rupture est... découplement, appelez ça comme vous voulez, est réussie, elle est opérante. Et il y a même des personnes en Israël qui le remarquent. Je vais vous montrer la vidéo du journaliste Gideon Levy, qui est un journaliste de gauche, qui a écrit au Haaretz, très critique de la guerre à Gaza, mais qui explique finalement qu'on ne reviendra plus à ce que c'était avant. Parce que les États-Unis parce que Trump a perdu la face contre l'Iran, et là, maintenant il comprend, comme dit Megyn Kelly, là, je ne sais pas ce que je l'ai mis. Le président Trump comprend maintenant. Le gars, il a mis en branle une opération de délégitimation du pouvoir israélien aux États-Unis, extrêmement sophistiquée, parce que c'est comme ça devait se faire de façon par étapes. Mais eux, mais ils ne peuvent pas le dire non plus. Là. Mais maintenant, il comprend qu'il s'est fait avoir par Israël. C'est un peu le truc. Mais donc Gideon Levy, c'est ça, dit que il n'y aura pas de retour en arrière. Je vous fais écouter ce qu'il a à dire là-dessus. Je pense que le changement majeur que nous allons voir très bientôt, dont nous serons témoins très bientôt, sera le changement de la politique américaine à l'égard d'Israël. Je pense qu'il s'agira d'un changement de très grande ampleur. Je pense qu'il y aura un virage majeur et très prochainement. Je pense que... Sur quoi vous basez-vous pour dire cela, Gideon? Je me base sur l'idée que Donald Trump commence maintenant à comprendre que Benjamin Netanyahou l'a poussé vers une guerre qui ne lui a apporté que des conséquences négatives. J'imagine donc que très bientôt, les reproches seront dirigés contre Israël. Et je pense que quoi qu'il arrive après Donald Trump, qu'il s'agisse d'un président démocrate ou républicain, je ne vois aucun président américain poursuivre cette relation privilégiée avec Israël, avec toutes les implications qu'elle comporte. Selon moi, cela représente un changement majeur au Moyen-Orient, car Israël, sans les États-Unis, sans leur soutien total et inconditionnel, n'est plus le même Israël, et par conséquent, le Moyen-Orient ne sera plus le même Moyen-Orient. Alors, bizarrement, sur Rumble, on me dit que la vidéo a gelé. Mais c'est important ce qu'il dit. Je mettrai la vidéo traduit par Vanessa sur Telegram. Et il dit, c'est ça étant donné que Trump a perdu la face à l'Iran,
Là, maintenant, la politique des États-Unis face à Israël va changer. C'est à cause de Netanyahou que les États-Unis ont perdu la face contre l'Iran et qu'ils sont maintenant obligés de négocier. Hein? Donc, c'est encore une fois, c'est qui perd gagne. Qui perd gagne, c'est comme avec l'OTAN. On est empêtré dans le détroit d'Ormuz, maintenant on doit retirer nos troupes. Netanyahou nous a fait mal paraître, et maintenant on doit changer notre relation avec Israël. On a toujours besoin d'une justification pour un changement de politique et c'est le seul type de justification qui aurait pu être acceptable. Imaginez si Trump avait changer sa relation avec Israël, c'est-à-dire dire que maintenant qu'on ne s'occupera plus d'Israël de façon unilatérale, sans avoir eu cette défaite-là, etc. Les gens auraient dit, genre, il abandonne son allié, etc. Là, maintenant, il a une justification. C'est bien plus précieux. Il y a une raison de le faire. Il a suivi Netanyahou aveuglément, les donateurs juifs, tu sais. Et là, il a perdu la face et là, maintenant, il comprend. Et ça ne sera plus jamais pareil. Oh. OK, donc c'est ça ici. Justifier le retrait des troupes du Moyen-Orient conformément aux injonctions du National Security Strategy Document. On pourrait mettre un 11e point sur les 10 objectifs de Epic Fury, un 11e point qui était de redéfinir la relation avec Israël. D'accord. Est-ce que c'est réglé la question de l'image gelée sur Rumble? Voilà. Donc, il y avait autre chose aussi. L'ancien premier ministre israélien, Ehud Olmert, va exactement dans le même sens que Gideon Levy. Il dit, donc, il y a du terrorisme. Ben, c'est ça, il critique, il dit... Non, c'est pas ça. En fait, il est allé sur un podcast et il a critiqué la politique de colonisation israélienne. Je pensais que c'était encore une fois, je pensais que c'était dans la même lignée que Gideon Levy. C'est pas ça. C'est lui ici. Le chef de l'opposition à la Knesset. Chef de l'opposition israélienne, Yair Lapid, sur l'Iran, Netanyahou a vendu aux Américains un scénario selon lequel le régime s'effondrerait. Et les États-Unis, avec tous les renseignements, avec Palantir, avec le renseignement militaire qu'ils ont, y ont cru, là. Il ne leur a pas présenté les risques, ni l'impact sur les marchés de l'énergie, etc. Trump n'a rien vu. Il ne comprenait pas, il ne savait pas qu'il allait avoir un impact sur le pétrole en attaquant l'Iran. Il ne le savait pas. Ni sur le Liban. Il n'y aura pas de réplique, il n'y aura pas d'implication régionale, non. Et surtout, en tout cas, et surtout pas le fait qu'il savait en réalité pas comment faire tomber le régime, non. Lorsque ce scénario n'a pas vu le jour, ils ont perdu confiance en plein milieu de la guerre, ils ont perdu confiance en Israël. Mais c'était la justification, c'est ça. Et c'est ça. Ehud Olmert ici, qui est... en fait, avant Ehud Olmert, c'est parce que... il critique la politique de colonisation, puis il parle de génocide, c'est ça qui est énorme. Là. Mais pour rester sur le sujet, ici, Joe Kent. Pour que l'accord de principe tienne et débouche sur une paix durable, nous devons restreindre immédiatement l'aide à Israël et faire clairement savoir que nous ne les défendrons pas si l'Iran choisit de riposter aux attaques d'Israël au sud Liban. Laissez tomber Israël. C'est exactement ce que dit Steve Bannon aussi. Faites ce que vous voulez, on ne s'occupe plus de vous, là. Vous allez être pris tout seul avec les conséquences. Oubliez l'aide américaine, oubliez les missiles, les subventions. Vous êtes tout seul maintenant. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est pas possible pour Israël de se défendre parce qu'il n'existe... C'est l'arrogance, encore une fois, c'est l'ubérisme, c'est-à-dire que ils vivent du complexe militaro-industriel américain. Pratiquement toutes leurs armes viennent du complexe militaro-industriel américain subventionné à coût de milliards, c'est pas de dizaines de milliards. Je sais pas si c'est peut-être 3,5 milliards de dollars ou quelque chose comme ça.
en armes américaines et tout, et ils ont l'arrogance alors que Trump leur dit de ne pas le faire, de le faire quand même, comme si Trump n'avait pas le doigt à sa gâchette. Et là, tout le monde leur rappelle, Steve Bannon, Joe Kent, etc. Donc, si vous continuez, on arrête de vous défendre, on arrête de vous subventionner, etc. Vous vous retrouvez avec plus rien. Vous êtes juste un petit caniche. Finalement, c'est ça, parce qu'Israël n'a rien tout seul. Ils ont aucune... C'est pas un pays indépendant. C'est un pays qui vit des États-Unis, qui vit pas qui vit des États-Unis, mais dont la sécurité dépend pratiquement entièrement des États-Unis. Fait que finalement, c'est les États-Unis qui devraient dicter les termes. Ils ont absolument aucun levier de négociation sur la sécurité. S'ils font chier, on coupe les subventions. C'est ça que dit Bannon, Joe Kent, etc. Un détroit d'Ormuz ouvert et la paix dans la région doivent être notre priorité. Israël joue les troubles faits. Nous devons limiter leur capacité à le faire, dit Joe Kent, l'ancien chef du CDC, Counterterrorism Center, de Donald Trump. Voilà. Donc, que ce soit autant des commentateurs MAGA que différents observateurs internationaux, des commentateurs, des anciens des services de renseignement, même l'ambassadeur français ici dit « Pendant des décennies, les USA ont soutenu coûte que coûte Israël pour des raisons profondes et métaphysiques. » C'est l'espèce de truc, le christianisme, blabla, là. Mais à un moment, le coût du soutien à Israël commence à peser et les élites américaines ont de moins en moins de raisons de s'identifier à Israël, affirme l'ancien ambassadeur Michel Duclos dans le Club Figaro, etc. Ils ont de moins en moins de raisons de s'identifier à Israël parce que Trump a mis deux choses, l'agenda America First depuis 10 ans et que... même avant le début de son deuxième mandat, a mis une opération où les influenceurs MAGA, Make America Great Again, ont délégitimé Israël aux États-Unis, ont mené des opérations de délégitimation et une contre-propagande israélienne aux États-Unis. Rappelez-vous les menaces que Mike Flynn faisait aussi avec son vidéo, etc., pour réduire la prise d'Israël sur la politique étrangère américaine. C'est pas arrivé de nulle part, là. Des fois, il dit comme si ils ont de moins en moins de raisons. Non, ça a été orchestré. Ce qu'on essaie de vous expliquer, ça a été orchestré. Oups. J'avais une autre planche, mais je ne la trouve plus, là. En tout cas, on va laisser ça ici. Je pense que vous avez compris ce que j'essaie de dire dans ce web journal-ci. On remercie les gens qui nous soutiennent, je ne vais pas dire genre on avait raison depuis... mais ce que vous voyez présentement, c'est en parfaitement cohérent avec ce qu'on a expliqué depuis 2 ans. C'est parfaitement cohérent avec America First, avec MAGA, avec non seulement sa vision du Moyen-Orient, mais aussi sa volonté dans la National Security Strategy, c'est de ramener les troupes d'America First, etc. La seule chose dont on est témoin présentement, ce sont les opérations diplomatiques où cela est acté, où cela se produit. Donc, il y a la théorie, le discours de Riyad, la National Security Strategy, les principes de America First, l'Amérique avant les autres pays, là, et le découlement des intérêts d'Israël, etc. Et après ça, il y a donc les grands principes, la théorie, puis après ça, il y a comment ça se passe, et ce qu'on a vu depuis une semaine, ce sont l'aboutissement de ces opérations-là. OK? À chaque fois que je regarde le chat, les gens parlent de trucs qui sont complètement pas rapport. Là. C'est comme, je sais pas, je me demande des fois si ça serait pas mieux de fermer le chat. Il y a les gens commentent pas. N'essayez pas de... On dirait, on parle de recettes de tarte à la crème. C'est comme... OK. Donc, voilà, on remercie ceux qui nous soutiennent. Vous savez comment le faire. C'est l'été, les soutiens sont comme au plancher. Si vous avez
si vous avez la possibilité de nous aider, n'hésitez pas à le faire. Surtout que, je veux dire, c'est tellement intéressant ce qui se passe et c'est tellement... On a tellement travaillé fort pour arriver à des explications qui sont logiques et cohérentes, qui expliquent tout ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire, tout ça a du sens à cause qu'on l'a expliqué à Radio-Québec. On a déchiffré ça et donc... c'est un travail de fond, puis on se prend des méchantes raclées tout le temps parce qu'on va à contre-courant, mais finalement, ça aboutit comme on le dit. Hein? Tucker Carlson qui dit, la vidéo, je vais la publier, la vidéo de Tucker Carlson qui dit la signature avec l'Iran, remettons-la. Elle est tellement importante que je pense qu'on devrait la réécouter pour ceux qui sont arrivés en retard, là. C'est-à-dire que pour que Trump puisse signer avec l'Iran la paix, il faut réduire l'influence d'Israël aux États-Unis. Il faut créer une opération de réduction de l'influence israélienne aux États-Unis. C'est ce que j'explique à Radio-Québec depuis 2-3 ans minimum. Il sait que la seule chose capable d'empêcher cet accord de réellement aboutir, ce n'est pas le Congrès des États-Unis, mais le gouvernement israélien. Ils tenteront de torpiller l'accord comme ils l'ont fait tant de fois. Ils essaieront de le faire exploser. Et donc Trump sait que pour pouvoir continuer, il doit affaiblir Benjamin Netanyahou. Et pas seulement Netanyahou, mais la légitimité morale de l'État d'Israël aux États-Unis. Et de manière incroyable, il y est parvenu. Trump, de manière incroyable, c'est arrivé comme sorti de nulle part. De manière incroyable, Trump est arrivé à réduire l'influence d'Israël aux États-Unis. D'une manière incroyable. On ne comprend pas comment ça s'est passé. C'est comme la rosée le matin. Tu sais, c'est comme d'où vient la rosée le matin. On ne comprend pas comment ça s'est passé. Ben là, on vous l'a expliqué comment ça s'est passé à Radio-Québec. Puis on est le seul endroit où cette explication a été théorisée, élucidée, etc. C'est la raison pour laquelle on sollicite votre soutien. On fait un travail que personne ne fait, ni aux États-Unis, ni en Europe, etc. Comme si on avait... Non, je ne vais pas me lancer des fleurs. Et vous avez les façons de le faire ici. Il y a comme différentes façons de nous aider. L'été, c'est toujours mort. On sollicite votre appui. Encouragez-nous. Quand on a raison, encouragez-nous. C'est pas facile de faire ces web journaux-là. Il faut passer à travers des quantités, des bits et des bits d'informations, des gigaoctets d'informations, puis synthétiser ça, puis essayer de prendre le pouls, puis voir les nuances. C'est comme... il y a vraiment un travail de fond. Je pense pas que c'est ça. C'est sociofinancement, c'est... merci, Benifait. Sociofinancement, c'est un sociofinancement éthique, mais quand même, il faut quand même y arriver, là. Voilà. Donc, pensez à nous si ça fait longtemps, si vous avez la possibilité. Évidemment, il y a des gens qui n'ont pas de possibilité, mais pensez à nous. Parce qu'on est en train c'est ça, c'est le plus grand changement en politique internationale depuis la fin de la guerre froide. Et j'avais expliqué, en fait, j'étais censé commencer comme ça ici. Rappelez-vous, dans le web journal, le 21e siècle, l'an dernier, j'avais expliqué qu'à la chute du mur de Berlin, là, on est en train de voir une rupture comme ça, un changement de plaque tectonique similaire à la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide. Il y avait eu, le 21e siècle était censé être un siècle rempli de promesses, de paix. Il n'y avait plus la guerre froide avec la Russie, etc. Le mur de Berlin était tombé. Il y avait le Wind of Change. Et finalement, ça avait été repris par les mondialistes. Il y avait eu le 11 septembre, mais ça avait été des guerres, la guerre contre le terrorisme. Le 21e siècle avait été kidnappé. Et là, on a la possibilité réelle d'avoir un vrai 21e siècle de paix. Hein, et Trump qui a toujours, vous voyez ici en train de serrer la main de Reagan, qui s'est toujours vu comme une espèce de Reagan qui a mis fin à la guerre froide. Et Trump s'est toujours vu, il a toujours admiré Reagan, j'en ai parlé dans des web journaux avec Roger Stone, etc. Il a toujours voulu faire l'histoire un peu comme Reagan l'avait, et c'est ce qui va se passer présentement. En plus de ça, on vous a expliqué tout ça dans des web journaux. Depuis 2018-2019, le théâtre Trump-Rouhani négociait une paix durable. Ça, c'était en 2019. On expliquait tout ça déjà en 2019.
avec toute la question de Soleimani. On a expliqué dans plein de web-journaux de quelle façon Trump a toujours transigé de façon hyper respectueuse avec l'Iran. Alors que, rappelez-vous, on l'a expliqué encore une fois, de quelle façon il y avait un acteur invisible qui essayait de pourrir la relation entre Trump et l'Iran et le faire entrer en guerre avec ces espèces d'attaques de drones contre la raffinerie saoudienne, l'attaque contre un pétrolier japonais en 2019, le drone américain qui avait été frappé au-dessus du Golfe Persique, etc. Ils ont tenté de le faire entrer en guerre. Ça fait des années qu'ils essaient de faire entrer Trump en guerre contre l'Iran. Et ce qu'on a expliqué là-dedans, c'est que Trump a toujours été hyper cordial avec les Iraniens, n'a jamais brouillé les cartes. Et on a expliqué aussi de quelle façon Soleimani s'était arrangé avec l'Iran. Il n'est probablement pas mort. Il a toujours été... conservé son capital de sympathie politique avec l'Iran. Et Israël a toujours tenté de le faire entrer en guerre contre l'Iran. Et il n'a jamais mordu, il n'est jamais tombé dans le piège de la baie des cochons. On l'a expliqué. Rappelez-vous, le Kennedy, la baie des cochons, The Guns of August, les 13 Days, etc. On a expliqué tout ça. Que toute la notion d'engrenage de la Première Guerre mondiale, le livre Guns of August, de quelle façon personne ne voulait la guerre, finalement, à cause des alliances puis de l'engrenage, ils ont eu comme une guerre mondiale. John Kennedy, lui, avait lu ce livre-là, le livre Guns of August, et avait évité le piège de l'engrenage à Cuba et avait contourné ses généraux et éviter une intervention et un conflit nucléaire avec la Russie, en 62, je pense, là, avec le blocus, etc. C'est bien écrit dans le livre, le film 13 Days, 13 jours. Et qui s'était passé la même chose avec l'Iran. On tentait, alors que les mondialistes tentaient de faire entrer Kennedy en guerre contre Cuba, Kennedy a déjoué le stratagème et a transigé directement avec la Russie, a envoyé son frère Bobby négocier avec la Russie, parler directement à l'ambassade, éviter les canaux officiels, etc. Il s'est passé la même chose avec l'Iran. Trump a toujours parlé, il y a eu toujours un téléphone rouge, des back channels avec l'Iran pour éviter le conflit, pour éviter l'engrenage. Et il y a eu des tentatives de le faire entrer en guerre en 2019, etc. Et Trump a toujours gardé son capital de sympathie avec les Iraniens parce que l'objectif a toujours été ce qu'on a présentement, c'est-à-dire la paix régionale, la signature d'une entente avec l'Iran et le découplement des États-Unis d'Israël et la stabilisation générale de la région avec les accords d'Abraham, etc., qui vont finalement bénéficier à Israël. Parce que qui sont les pires ennemis des Israéliens ordinaires? Ce sont les crackpots du gouvernement Netanyahou, là. Les suprémacistes sionistes du gouvernement Netanyahou, c'est eux qu'il faut calmer, c'est eux qui veulent des conflits perpétuels. Comme le dit J.D. Vance à Megyn Kelly, il dit ils veulent des conflits perpétuels, ils veulent comme raser l'Iran, etc. Ces gens-là sont dans le pathos. Et donc, les pires ennemis des Israéliens, ce sont ces ailés-là qui sont autour de Netanyahou, c'est eux qu'il faut calmer pour le bien de la population israélienne moyenne. OK? Tout le monde bénéficie d'une paix avec... Pourquoi ils ne veulent pas une paix avec l'Iran? C'est complètement... Si l'Iran renonce au nucléaire, puis on signe la paix, je veux dire, pourquoi c'est pas l'objectif du gouvernement Netanyahou? Pourquoi on se braque? Voilà. On se dirige vers la paix et Trump a manœuvré à travers tout ça. Manœuvré à travers les tentatives de le faire embarquer dans un engrenage, a maintenu ses relations avec l'Iran, le présente. Et tout se passe comme il l'avait prévu, comme d'habitude. OK? C'est-à-dire que Netanyahou a fait l'erreur de bombarder, d'essayer de torpiller pour une énième fois les discussions avec l'Iran et que cette énième tentative de torpiller les discussions avec l'Iran a donné la justification à Trump pour le début du découplement, la consommation, le fait que le découplement soit consumé avec Israël, et la prise de distance, etc., etc. Et ça a été permis parce que depuis plusieurs années, Trump a demandé aux personnes autour de lui de prendre leur distance et de commencer à critiquer Israël, comme le dit Tucker Carlson. Ouais, c'est ça. Vous avez compris ce que j'expliquais dans ce web journal-ci. C'est la totale, comme on dit.
Voilà. Alors là, je déménage cette semaine. La semaine prochaine, je devrais être dans un nouveau studio. Ça ne sera pas la même chaise, je pense. Celle-là est cassée. Alors, je pense que je vais la laisser ici. Je vais la laisser dans les... Et donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. J'espère que... J'ai parlé vite dans ce Web Journal-ci. J'espère que vous avez compris. À la rigueur, il y a des gens qui disent, des fois, je réécoute une deuxième fois le Web Journal. C'est super. Si vous voulez comprendre, une deuxième réécoute. Parce que des fois, c'est direct, je suis confus, puis j'ai ma spontanéité. Les gens aiment ça, la spontanéité. Il y a des gens qui préféraient un format plus léché. Où est-ce que je parle comme ça, genre, avec une vue de côté, là, où est-ce que... C'est comme les Français qui sont sérieux, des fois, là, des podcasts, très, très... ça, c'est pas mon genre. Et donc, étant donné que c'est un peu chaotique, les web journaux, une deuxième réécoute, ça fait monter les vues. OK. À la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Ciao. Encore une fois, merci à ceux qui nous appuient. N'hésitez pas à le faire. C'est l'été, c'est la saison morte.